Je pense que, curieusement, le thème du complot, ce qu'on appelle le schème du complot, est une des dernières survivances de la souveraineté absolue, de la monarchie du droit divin dans une république démocratique. Donc on a un thème ancien, un thème qui précède l'avènement de la démocratie moderne, qui parfois semble disparaître, on rentre en latence, puis qui se réactive de nouveau. En général, c'est lors d'une crise. Lorsqu'un événement inattendu et grave survient, une guerre, une révolution, l'assassinat d'un dirigeant, une épidémie, on voit ce schème se réactiver, devenir une croyance de masse, une croyance dominante. Bon, dans le monde arabo-musulman, autour du thème du Dajjal, de l'imposteur juif, de ce qu'on appelle le complot sioniste, le complot américano-sioniste, etc. Mais aussi massivement, nous le savons hélas, en Occident. C'est redevenu une croyance de masse, comme dans les années 30. Alors pourquoi ? Alors là, c'est une question difficile, mais moi je pense qu'il faut s'interroger sur ce qu'est la démocratie moderne, ce qu'est la dynamique de la démocratie moderne. Bon, moi, j'ai été très inspiré par les travaux de Claude Lefort, qui est un grand théoricien, un grand philosophe du politique, qui a essayé de définir la démocratie moderne, donc la démocratie comme dynamique historique, et pas seulement comme régime parlementaire, électoral, etc. Il définit la démocratie comme une dynamique de désincorporation. La société se représente elle-même comme un grand corps dont chaque individu est un membre et dont le souverain est la tête. C'est vrai dans quasiment toutes les sociétés humaines connues, des plus archaïques aux plus avancées, dans la période pré-démocratique. Et puis, bon, arrivent les révolutions démocratiques des temps modernes, révolution américaine, révolution française, et ce schème, cette figuration du grand corps, de l'Église comme corps mystique du Christ, du royaume comme corps mystique aussi, ça a été dit, ce schème se décompose. Il y a donc des incorporations du social. Les individus acquièrent une certaine autonomie. Ils cessent de se considérer comme des membres d'un grand tout. Et donc, du coup, la figure du souverain tout-puissant et absolument distinct du reste du peuple tend à s'estomper, à disparaître. La place de la souveraineté devient vide, c'est-à-dire qu'elle peut être remplie provisoirement par un corps humain, le corps du président, mais pour un temps. Et cette désincorporation démocratique est encore à l'œuvre dans le monde entier, bon, dans le monde asiatique, dans le monde arabo-musulman, et elle provoque presque partout les mêmes contre-coups, les mêmes tendances réactives. Parce que la désincorporation provoque de l'angoisse, une très intense angoisse. Elle provoque le sentiment d'une perte d'appartenance, d'où toute une série de contre-coups, de réactions identitaires. C'est-à-dire des gens qui cherchent à retrouver une appartenance, qui cherchent à retrouver des racines, qui cherchent à se réinscrire dans une tradition. Ce qui, encore une fois, bon, peut être tout à fait louable, mais ça peut produire aussi des monstres. Et puis voilà, bon, peut-être depuis le 11 septembre. Peut-être. Je crois que le moment tournant, c'est 2001, on peut en discuter, mais je crois que c'est le moment où arrive une catastrophe, un événement nouveau, imprévisible, terrifiant, qui bouleverse le monde entier avec les images que nous connaissons tous. Et là, ce schème qui semblait en latence, qui semblait même disparu, qui semblait surmonté pour toujours, se réactive, devient virulent ou viral, comme on dit maintenant, se répand notamment par Internet, mais pas seulement. Maintenant, on vit, notamment depuis l'effondrement du communisme, la fin de la guerre froide, nous vivons dans un monde privé d'ennemis. Et malheur à ceux qui n'ont pas d'ennemis. Bon, pour citer encore les bons auteurs, un monde sans ennemis, c'est un monde désorienté. C'est un monde où on ne trouve plus de cible, d'exutoire qui puisse focaliser la rage et la haine. Et donc, inévitablement, des gens tendent à reconstruire une figure d'ennemi. Mais l'ennemi a disparu. Donc là, le fantasme va être ou le schème va être le suivant. Si l'ennemi est disparu, c'est qu'il est caché. C'est qu'il s'est dissimulé. Et donc on en vient à la figure d'un ennemi caché. Et donc on rejoint le schème du complot. Parce que le complot, c'est ça. C'est avant tout un ennemi qui est caché, dissimulé, qui conspire dans les ténèbres, en tirant les ficelles, etc. Donc le complotisme s'inscrit dans cette dissolution ou cet effacement des figures classiques de l'ennemi. Donc ce décalage laisse la possibilité, sur le plan du fantasme, du mythe, que l'on croit que, au fond, ce souverain-là n'est pas le vrai souverain. Ce n'est qu'un homme de paille, ce n'est qu'une marionnette, ce n'est qu'un fantoche dont le vrai souverain qui lui est caché, qui est dans l'ombre, tire les ficelles. Et donc le mythe du complot trouve dans certains aspects de la dynamique démocratique de quoi s'alimenter. Donc la démocratie
réalimente, réactive sans cesse les affects et les représentations qui nourrissent le complotisme. Donc la démocratie, de cette façon, c'est l'âge d'or du complotisme.